pendant que je lance le PowerPoint, je voudrais excuser Franck Sumera, qui malheureusement a été retenu au service régional de l'archéologie en urgence. Donc j'aurai la lourde tâche de vous présenter tout seul cette tempête Alex. Donc je serai beaucoup moins pointu que lui sur certains sujets juridiques, mais je vais essayer quand même de vous parler de l'essentiel. Donc pour certains et certaines, vous avez déjà vu une partie de cette présentation qui avait été faite pour une journée d'études du CNRA. Je salue Anne Loerf qui est dans la salle et qui avait organisé cette journée. Et puis, entre-temps, on a un petit peu avancé. Et c'est pour ça qu'on a changé un petit peu le titre. Initialement, on était parti sur simplement évoquer la tempête Alex. Et puis maintenant, avec le recul, on peut parler d'une forme d'échec. C'est pour ça qu'on a écrit Journal d'un échec pour l'archéologie. Vous verrez pourquoi. C'est pas tout à fait vrai non plus, hein. On a tendance à grossir un peu le trait, mais ça montre les limites d'un certain nombre de règlements qui viennent parfois à l'encontre de la préservation, ou en tout cas de l'étude par la sauvegarde et de tout ce que vous voulez sur le patrimoine archéologique en contexte de catastrophe naturelle. Donc les Alpes-Maritimes, pour ceux qui ne connaissent pas, donc à l'extrême sud-est de la France, à la frontière italienne, de la Ligurie et du Piémont. Et c'est essentiellement dans l'est du département que se sont situés les dégâts. Donc cette tempête Alex, elle est survenue au début du mois d'octobre 2020, entre le 2 et le 3 octobre, avec des cumuls de pluie assez exceptionnels, entraînant des dégâts absolument considérables. Et vous allez voir que les dégâts directs sont moins liés à l'archéologie qu'aux aménagements des 50 dernières années. Donc beaucoup d'eau effectivement pour cette tempête, hein. On a relevé à peu près 500 mm à Vievola, à la limite du Piémont, ce qui représente à peu près 500 litres d'eau au mètre carré en quelques heures. Quand je dis quelques heures, c'est vraiment en 4-5 heures pour l'essentiel. Donc cette accumulation de précipitations a généré un effet réservoir dans le haut des vallées et a produit, on va faire simple, une espèce d'effet de chasse, et où tout à coup il y a eu une énorme déferlante qui a tout arraché sur son passage sur essentiellement 3 vallées, donc la vallée de la Tinée. On va d'ouest en est, la vallée de la Tinée, la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya. Donc la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya étant les plus touchées. Donc je vous ai mis quelques chiffres un peu chocs, hein, 100 000 foyers, 220 000 personnes qui sont retrouvées du jour au lendemain sans électricité. La tempête a touché près de 76 communes, une dizaine de morts, mine de rien, des disparus. Et puis surtout des conséquences importantes pour les bâtiments, le réseau viaire, les ouvrages d'art, etc., etc. Donc on s'est intéressé a posteriori pour savoir qu'est-ce qu'il en était des données de Météo France, et de savoir si on était sur quelque chose d'exceptionnel, si on était clairement dans les conséquences du changement climatique, et il n'y aura pas lieu de revenir sur la question du changement climatique, bien entendu, mais pour nous, ça nous a posé quand même cette question-là de dire, ok, est-ce qu'on est sur un épisode qu'on n'a jamais connu, ou est-ce que, effectivement, les travaux d'archéologie qu'on va faire vont nous permettre d'identifier que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, et peut-être arrivé plusieurs fois. Donc on a repris les données des 60 dernières années, donc on voit une petite accélération des épisodes depuis le début des années 90, comme un peu partout, mais avec des événements qui sont autour de 200 à 400 mm d'eau sur 48 heures, donc rien à voir avec la tempête Alex, puisqu'on était à plus de 500 mm en quelques heures. Donc le problème qu'on avait en examinant les données de Météo France, c'est bien entendu que c'est très récent.
Donc ça ne nous permettait pas d'aller très très loin dans le passé. Et puis il y a aussi un phénomène de résolution, puisqu'on a des stations qui ne sont pas installées à tous les kilomètres, toutes les 5 minutes, à plus forte raison dès qu'on va en montagne. Pour vous donner une idée, les Alpes-Maritimes, ça va de 0 mètres à 3200 mètres d'altitude. Donc on est allé se tourner vers les archives, évidemment. On est allé jeter un petit coup d'œil de ce qui se passait depuis le 19e siècle. Et puis on s'est rendu compte qu'on a pu enregistrer pas mal de crues significatives. Alors je peux pas les caractériser autrement que de dire crues significatives, puisque les enregistrements sont pas les mêmes, mais avec des traces dans la documentation qui permettent de dire quand même qu'il y avait des crues absolument exceptionnelles et qui ont causé pas mal de dégâts. Parallèlement, il y a un programme donc d'archéologie et de géomorphologie qui s'est mis en place conjointement. Enfin, c'est pas une volonté conjointe, c'est une rencontre, on va dire. C'est que pendant que les archéologues commençaient au lendemain de la tempête à investir les vallées, et accessoirement, on avait des géomorphologues de Paris qui commençaient à s'intéresser au phénomène sans visée archéologique initialement. Donc, on a travaillé avec eux aussi dans l'urgence pour essayer eux aller repérer dans les coupes des épisodes semblables plus anciens et nous de regarder pour voir si, que ce soit avec le mobilier, via des C14, on pouvait un petit peu préciser ces épisodes. Et effectivement, on a eu quelques coups, je vous en montre une ici parmi d'autres, où on a essayé d'enregistrer les événements qui pourraient être semblables à ceux de la tempête Alex. Et finalement, c'est un début de réflexion. On a encore beaucoup d'études en cours. Mais de la même manière qu'on a des crues centenales, et ben là, on repère un événement de ce type-là, du même type qu'Alex, mais tous les 500 ans, en gros. Voilà. Et alors, c'est sur 4 occurrences, donc c'est encore un peu court pour conclure, mais on va continuer à travailler. Mais toujours est-il que ces épisodes-là, ils ont existé dans le passé et ils ne sont pas réservés à ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Et j'espère que le prochain ne sera que dans 500 ans, effectivement. Ce sera mieux. Alors, parallèlement, on a regardé aussi la première chose qu'on a faite au lendemain de la tempête, c'est de dire, OK, quel patrimoine archéologique est parti. Bon, ça, c'était relativement facile. Il y a eu la couverture aérienne IGN, on a superposé les cadastres napoléoniens et rapidement, on a regardé au niveau du bâti ancien. On s'est rendu compte que pour la quasi-totalité des vallées, eh bien, il n'y avait pas d'urbanisation avant le XXe siècle, en fait. Donc là, c'est un exemple à Tende, où à gauche, on a matérialisé l'espace tel qu'il était, c'est-à-dire sans aucune construction. Et puis, juste avant la tempête Alex, évidemment, c'est complètement bâti. Donc finalement, ce qui est parti dans les fonds de vallée, ce qui est parti, c'est tout ce qui a été construit ces 50 dernières années. Donc, a priori, pour les archéologues, pas de catastrophe, puisque finalement, il n'y avait pas de site. Ça ne veut pas dire que les anciens étaient plus intelligents que nous et qui ne construisaient pas. Ça, c'est une réflexion qu'on a eue. On s'est dit, ils sont plus intelligents que nous, ils avaient l'habitude, donc ils ne construisent pas en fond de vallée. Mais ils ont peut-être construit en fond de vallée. Mais comme il y a un épisode tous les 50, 60, 70 ans, peut-être que ce qu'ils avaient construit dedans, c'est parti aussi et qu'on ne pourra jamais l'observer. Donc il ne faut pas non plus être totalement définitif là-dessus. Ce schéma un peu compliqué, mais qui permet de voir les infrastructures qui ont été concernées par des destructions, des déstabilisations, etc., et qui mènent systématiquement à une donnée archéologique. Donc vous voyez qu'il y a à peu près tout, quoi. Les VRD avec les conduites pluviales, forcément il faut refaire, donc il y a un impact potentiel archéologique, les routes et les chemins. Donc finalement le patrimoine archéologique impacté, il va être impacté par les travaux induits par la reconstruction des vallées. Routes et chemins, ponts, sites, monuments historiques, certains ont pris cher, vous verrez, les berges, les maisons, terrasses, et les cimetières, malheureusement, celui de Saint-Martin étant le plus important, tout est parti à la mer, donc là, on ne pouvait plus rien faire.
Donc sur la géométrie des opérations, donc évidemment il y a eu de l'archéologie préventive au sens légal du terme. Vous verrez qu'il y a eu également de l'archéologie programmée. Une archéologie programmée du troisième type, vous verrez aussi, parce que de temps en temps c'était pas très simple. Et évidemment, on n'a pas travaillé tout seul. La collectivité, enfin la métropole Nice-Côte d'Azur, via mon service, était directement sur les lieux, donc on a été très réactifs. Mais après, on a eu d'autres opérateurs, dont l'INRAP, qui a pas mal travaillé dans la vallée de la Roya, nous plutôt dans la vallée de la Vésubie. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant des exemples concrets. Ici, on est à Tende, toujours, donc à la limite du Piémont. Et un des travaux induits, c'était de la continuité des cours d'eau. Donc il fallait raser ce moulin. Ça, c'était les ingénieurs qui ont dit, voilà, ça crée un point dur, et puis de toute façon, à la prochaine crue, il va partir. Donc ce moulin qui est là depuis un certain temps, on ne l'avait jamais documenté d'ailleurs, et donc le SRA, on a fait une opération de fouille nécessité par l'urgence absolue, parce qu'on n'était pas d'accord avec l'analyse des ingénieurs, et on s'est dit, mais ce moulin, en fait, il est là depuis hyper longtemps, et s'il avait dû être emporté par des crues bien antérieures, ça aurait été déjà fait. Donc on est allé faire une expertise de ce moulin, à la fois archéologie du bâti évidemment, mais également archéologie sédimentaire pour voir sur quel type de terrasse il était installé. Et finalement, on avait raison, parce qu'en fait le moulin est installé sur une terrasse glaciaire qui n'a pas bougé depuis 10 000 ans. Donc on est allé expliquer à nos collègues ingénieurs que la terrasse glaciaire est là depuis 10 000 ans, donc a priori elle n'empêche rien au niveau du cours d'eau. C'est pas cette partie-là qui pose un problème, donc il faut conserver le moulin. On s'est vraiment battu, enfin c'est le service régional de l'archéologie qui s'est vraiment battu pour pas que ce moulin soit abattu. C'est un moulin qui d'ailleurs est tout à fait intéressant puisqu'il conserve à peu près toutes ses fonctions dans son jus. Comme vous le voyez, ça a permis de faire une petite découverte, on ne le connaissait pas, mais tout est en fonction, tout est encore en place, donc il y a un aspect patrimonial, et là on va sur la sauvegarde du patrimoine, permis aux habitants eux-mêmes de redécouvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient plus ou pas beaucoup, et donc tout ça est sauvé. Tout ça pour dire que dans l'urgence, il y a des réactions. Et on a été confronté à ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu des réactions de dire il faut détruire parce que ça empêche, sans avoir réfléchi 5 minutes de pourquoi en fait c'est encore là. Et c'est l'accompagnement archéologique qui a pu être fait. Là, ici, on est toujours à Tende sur un pont où vous voyez ce rocher, donc ce pont qui s'appuyait sur le rocher central. Et pareil, il fallait dynamiter ce rocher pour que l'écoulement de l'eau puisse se faire. Sauf que ce rocher, il est quand même là depuis longtemps. Et ma foi, si le pont il était encore en élévation, c'est qu'a priori, tout fonctionnait relativement bien. On ne s'est pas opposé à la destruction. Néanmoins, il y a eu une étude préalable réalisée par mes collègues de l'INRAP, sauvegarde par l'étude, donc. Et accessoirement, ça a permis de documenter quelque chose qu'on ne connaissait pas, enfin ce pont qu'on connaissait mal, puisqu'il était là, donc il n'y avait pas de raison qu'on aille l'embêter. Et puis on a pu mettre en évidence, enfin les collègues ont pu mettre en évidence une structure un peu particulière qui aujourd'hui n'existe plus beaucoup, sauf dans l'exemple que vous avez à droite, où là on est sur le pont de Sospel, qui a exactement, donc Sospel toujours dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Bévéra, et qui a exactement les mêmes caractéristiques. Accessoirement, la tempête Alex a permis aussi de voir la continuité des ponts dans le temps long. Parce qu'en fait, les ponts, on sait qu'ils ne durent pas 3000 ans, enfin rarement, donc ça veut dire qu'on les reconstruit de temps en temps, et en fait, on a remarqué en les étudiant qu'on retrouve les traces des anciens ponts, parce qu'en fait, quand il faut construire un nouveau pont, en général, on le construit légèrement en décalé pour qu'il y ait la continuité de la traversée. C'est-à-dire qu'on détruit l'ancien pont après avoir construit le nouveau. Ce qui paraît logique, mais là, on a pu le documenter, donc c'est plutôt intéressant. Autre exemple d'un pont et d'un moulin à la fois, qui a été entièrement étudié pour le coup avant destruction. Ça c'est plutôt sympa, c'est la voie royale
du duc de Savoie, qui n'était pas visible, en fait, avant la tempête Alex, et la tempête Alex a tout redécouvert, donc c'est plutôt intéressant. Je change de vallée, je vais dans la vallée de la Vésubie, donc la vallée à côté. Ici, on est sur du patrimoine un peu plus récent. C'est la prise d'eau du canal de la Vésubie qui a été construite en 1882 et qui donc a été très impactée par la tempête Alex. Et donc on est aussi intervenu en matière d'archéologie du bâti et de documentation pour assurer les restaurations en urgence avec un architecte en chef des monuments historiques. Ce qui nous a permis de collecter de la documentation sur les crues anciennes. Et ici, on a pu noter le niveau de la crue de 1886. Alors, ce n'est pas une restitution, c'est carrément une photo qu'ils ont prise et où ils ont tracé le niveau de crue. Je vous le restitue ici pour vous montrer. Donc, en 2020, la tempête Alex, donc l'eau est montée de quasi 8,50 m à cet endroit-là. Autre exemple de travaux induits, ici on est dans la moyenne vallée de la Vésubie à 500 mètres d'altitude. Et donc la tempête a emporté une partie, ou en tout cas menacé une partie d'un dépôt BTP. Et il se trouve que l'entreprise BTP, c'est elle qui a assuré une partie des reconstructions. Et donc l'entreprise a voulu se relocaliser sur un terrain qu'elle possédait, c'est-à-dire à cet endroit-là, en bleu, un an après. Et il se trouve qu'un an après, je reçois un coup de fil le 10 novembre. On m'appelle, on me dit, il faut que tu viennes demain matin absolument. Il y a des travaux et ils sont en train de détruire un cimetière. Donc le lendemain matin, je me suis pointé, le 11 novembre, et effectivement, j'ai pu constater la destruction d'une partie d'un ancien cimetière. On est sur un site qu'on appelle chez nous des castras d'Irupta, c'est-à-dire des villages qui ont disparu dans le courant du XIVe siècle et qu'on cherche depuis relativement longtemps. Et ici, donc, c'était le cas, c'était une partie du cimetière. Donc on estime qu'il y a à peu près 130 sépultures qui sont parties. Petite anecdote pour revenir sur le travail avec les gendarmes, c'est les gendarmes qui ont autorisé les travaux. C'est-à-dire qu'après avoir expertisé que ça relevait pas de l'identification judiciaire, ils ont dit bah, c'est bon, vous pouvez continuer, il n'y a pas de sujet. Donc ça a permis après de faire un peu de formation auprès de nos collègues gendarmes. Pour autant, donc, ce site-là en travaux induits, bah, il est très intéressant. Donc là, on l'a fouillé sur 2000 m². Donc on a fait une opération d'archéologie proventive, on va dire, parce que la forme juridique, c'est programmé, mais en réalité, on a travaillé en préventif. Je passe les détails. On a travaillé 4 mois sur ce site pour aboutir à cette fouille-là, donc pour aboutir à peu près 1500 ans d'histoire en continu, où, pour faire simple, on est pour l'Antiquité sur aujourd'hui, on le sait, il y a encore 2 ans, on se disait est-ce que c'est une partie de villa, un truc comme ça, on ne savait pas trop. Là maintenant, on sait que c'est un sanctuaire, donc c'est le 2e sanctuaire antique qu'on a dans les Alpes-Maritimes et le seul en montagne. Pour vous donner une idée, le bâtiment rouge qu'on a pu suivre en fait à l'extérieur de la parcelle, puisqu'on est allé diagnostiquer la parcelle d'à côté, le bâtiment fait 120 mètres de long. Pour une largeur qu'on ne connaît pas parce qu'on a la route métropolitaine qui passe au nord, mais probablement une largeur d'environ 30 à 40 mètres. Donc c'est un site plutôt pas mal. Et accessoirement, on a toute la continuité pour la première fois sur un site dans les Alpes-Maritimes avec le Haut Moyen-Âge. Toutes les phases du Haut Moyen-Âge sont là, l'habitat, etc., ce qu'on n'avait jamais eu en continuité. Quelques images donc de sites. Je vais pas être long. C'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, bon, c'était très sympa, très intéressant archéologiquement. Ce qui m'intéressait plus, moi, c'était la zone de sépulture. Donc, c'est la zone qui a en rouge, hein, c'est la zone qui avait été identifiée. À droite, il n'y a plus du tout de cimetière, donc on a pu définir l'enclos. Avec cette petite découverte en fin de chantier, puisqu'on ne s'approchait pas trop du mur de terrasse, puisqu'on a la route métropolitaine qui surplombe d'à peu près 4 mètres, 4 à 5 mètres. Donc on nous avait demandé de ne pas trop y aller, mais quand même on avait un mur bizarre, donc on est quand même allé dégager. Et puis en fait on a sorti le plan d'une église, aujourd'hui donc avec un plan légèrement en fer à cheval qui nous a fait dire tiens, c'est peut-être relativement ancien. Bon, aujourd'hui elle est bien datée, elle est datée du tout début du VIe siècle.
ce qui est pour nous super intéressant puisqu'on n'en a jamais eu. Et finalement, elle est complètement arasée, mais pour l'étude des techniques de construction, ça va être relativement intéressant parce que les quelques modèles qu'on a en Provence, en général, ils sont encore en élévation, donc on ne voit pas comment c'est construit dedans, donc ça va être plutôt sympa. Quelques images du cimetière. Donc le cimetière les premières sépultures sont installées au 8e, les dernières dans le courant du 13e. Vous noterez des sépultures en bâtière. Je reviens sur cette question-là. Dans les Alpes-Maritimes, aujourd'hui, on a quasi la totalité des sépultures en bâtière consort qui datent du Moyen-Âge et pas de l'Antiquité. Encore une preuve sur ce site-là. Donc là, vous voyez une relativement jolie. Et puis, complètement sur la droite, la réoccupation du site antique au Moyen-Âge. Autre exemple, mais je vais aller relativement vite sur ces questions, c'est plus pour illustrer. Toujours sur la commune de Roquebillière, voilà à quoi ça ressemblait. J'aime bien passer ça. Ça, c'est avant tempête, c'est la veille. Ça, c'est le lendemain. Voilà, ça fait un beau nettoyage. Et puis donc ici, on a eu le même phénomène avec l'église Saint-Michel de Gast. Voilà avant, voilà après. C'est le déclencheur, en fait. C'est pour ça qu'on nous a appelés initialement, parce que l'église avait une partie de ses fondations qui avait été mise à nu. Et donc 2 jours après, on était sur place, on était au chevet de l'église, sans mauvais jeu de mots, pour faire quelque chose. Passe un petit peu plus vite, hein, c'est vraiment pour illustrer, et pour rapidement venir la conforter et empêcher que ça continue à se dégrader, surtout qu'on avait peur d'un épisode suivant. On avait peur d'une réplique dans les jours qui arrivaient. Donc les archéologues servent aussi à ça, à sauver une partie du patrimoine dans l'urgence. Je passe les opérations de prospection qu'on a réalisées ensuite. Il y a un sujet scientifique qui était très intéressant. Non, laisse-moi tranquille, je n'ai pas fini. Il y a un sujet scientifique qui était très intéressant, c'est que cette église-là, elle est installée théoriquement depuis le XIe siècle et reconstruite dans le courant XVIe. Et là, on a montré qu'en fait, celle qui est là depuis le XVIe, donc elle est bien là, mais celle du XIe, elle est ailleurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, on travaille avec les géomorphos pour essayer d'identifier où est-ce que dans le cours de la vallée de la Vésubie, on pourrait la localiser. On a identifié aussi, en faisant les fouilles devant l'église pour la reconstruction d'un pont, des épisodes antérieurs sensiblement identiques à ceux de la tempête Alex. Je vais passer sur la question juridique, mais pour dire quand même que pourquoi ça a été un échec, parce que ça a été un énorme combat, ça a été très difficile pour le service régional de l'archéologie de s'insérer dans les procédures d'urgence, c'est-à-dire que le patrimoine a été complètement zappé, en dehors des monuments historiques pour quelques-uns en tout cas, mais sinon ils nous ont oubliés totalement, quoi, hein. Il fallait y aller au forceps et être sur le terrain tout le temps pour voir qu'il allait se passer des travaux là, des travaux ici, etc. etc. Et il y a un problème, effectivement, où la question patrimoniale n'est évidemment pas prise en compte dans les procédures d'urgence civile. Ça a été légèrement rectifié. Là, je n'ai pas eu le temps de le mettre avec un décret, ce décret-là, qui permet au DRAC d'être consulté, mais pas forcément systématiquement. Et j'en ai terminé. Merci Fabien. Oui, t'étais parfait. Alors les questions, on y va. On sait que c'est la dernière, mais il y en a bien une. Ouais, merci Anne. Merci Anne Loers. Non, mais du coup, comme tu as été interrompu sur la question de l'échec, hein, que tu mets en titre, j'aurais peut-être voulu que tu reprennes un tout petit peu, alors sans peut-être nous donner tout le code du patrimoine, mais finalement, si on est dans une perspective un peu optimiste, qu'est-ce qu'il faudrait imaginer de positif et de possible dans ce type de situation ? De positif, c'est que malgré tous les travaux induits et tout ce qui est parti, on a quand même réussi à avoir de belles découvertes, hein. Donc scientifiquement, il y a quand même des choses très, très intéressantes. Donc ça, c'est le côté positif. Bon, je n'ai pas évoqué les dernières affaires de la vallée de la Vésubie, mais suite au passage de la tempête Alina, toujours dans les mêmes vallées, en octobre 2023,
une prescription de diagnostic a été émise sur la commune de Saint-Martin-Vésubie pour le cours de la Vésubie, où il devait y avoir des reconstructions pareilles d'urgence. On a ciblé, je voudrais quand même insister là-dessus, on connaissait l'urgence des reconstructions. Hein, les gens, il faut qu'ils aient de l'électricité, il faut qu'ils puissent manger, etc. C'est normal. Donc on a ciblé les diagnostics, enfin les zones de diagnostic avec le service régional de l'archéologie. Donc on a trouvé des zones qui ne seraient pas impactées par les travaux de reconstruction, hein, où donc on pouvait tout à fait intervenir. On avait été parti sur le principe de libérer 90% de la surface pour permettre aux travaux de se faire. Et néanmoins, il y a eu une intervention politique qui, malheureusement, a conduit au retrait de l'arrêté de diagnostic sur intervention du Premier ministre. Voilà, pour info. Donc ça fait partie voilà, on est monté au créneau, on y est allé, on a dit on va pas se faire avoir comme pour la tempête Alex, et pour autant, ça marche pas, quoi. Donc ça, c'est le côté négatif aussi. Donc quand on parlait d'échec, c'était un peu excessif, mais c'est pour dire que on a quand même, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a énormément de choses qui sont parties dans les pelleteuses, et on l'a vu, et on n'a pu rien faire. Voilà. Même si, encore une fois, on n'allait pas s'opposer à ce qu'on puisse installer une ligne électrique, de l'eau, etc. pour la population. C'est simplement que l'urgence a fait qu'il y a eu aussi des décisions trop rapides. Je vous montrais le moulin de Carabalona à Tende. Voilà, si on n'était pas là, pas de problème, on le rasait. Et on serait peut-être rendu compte 50 ans plus tard que ça avait servi à rien. Donc c'est dans ce sens-là où ça aurait été sympa qu'il puisse y avoir au moins un dialogue avec le service régional de l'archéologie. Oui, l'échec dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est un échec technocratique, c'est un échec politique, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec social dans le sens où, vous qui êtes proche de la société civile, est-ce que ces catastrophes n'ont pas quand même comme conséquence une conscientisation de la population quant aux aberrations de l'aménagement moderne? Là, je pense que si on quitte on va dire nos propres soucis administratifs, sur le fond, la situation est quand même plus positive. Alors, elle est positive au niveau des populations, effectivement. Et d'ailleurs, la fouille du site antique que j'ai montré, c'est la population qui nous a alerté sur la destruction du site. C'est eux qui m'ont appelé, c'est une personne en particulier, qui m'a appelé à 10h du soir pour me dire « il faut absolument que tu viennes demain, ils sont en train de raser un site, etc. » Et on a eu plusieurs alertes comme ça, ce qui nous a permis d'ailleurs de préciser, après le retrait de l'arrêté de diag dont je parlais, que voilà, on risquait d'être confronté à de la découverte fortuite lorsque les pelleteuses interviendraient, parce que la population est très vigilante, justement. Donc oui, non, mais après, il y a plein de choses positives. Non, mais c'était on voulait insister sur le fait que, franchement, on a galéré, et c'est dommage parce que, bon, alors c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, on en a conscience aussi. Mais voilà, à travailler main dans la main, y compris avec les géomorphologues, etc., les ingénieurs, on arrivait à sortir des trucs sympas. Ouais, je vais me permettre parce que je trouve que l'échec, il est quand même, c'est Vincent Hacker, l'échec, il est quand même assez relatif. Il ne faut quand même pas non plus dresser un tableau apocalyptique. Dans la situation d'urgence, manifestement, vous avez quand même sorti un certain nombre de choses et quand même pas rien. Voilà. Moi, je serais intéressé pour savoir les différents événements que vous avez pu identifier, finalement aussi, et puis le fait qu'il y a certains aménagements qui peuvent perdurer parce qu'ils sont anciens. Est-ce que ça, vous l'avez partagé avec la population ? Est-ce qu'il y a un retour sur la population sur la périodicité de ces événements et finalement la nécessité pour les pouvoirs publics de tenir compte maintenant, grâce à ce retour historique, sur des espaces qui sont inattaquables parce que le substrat géologique fait qu'ils sont inattaquables et ainsi de suite. Finalement, que la population se saisisse aussi de l'argumentaire archéologique pour intervenir dans le champ de l'aménagement de leurs espaces. Est-ce que vous avez fait un retour public à ce niveau-là ? Alors, on a fait plusieurs retours publics, soit sous forme d'expos dans la vallée de la Roya,
de publication également, petit catalogue d'expos, donc les informations existent, conférences, etc. Oui, on a fait pas mal d'actions de médiation. Pour autant, on a encore des sujets qui sont en cours d'étude, donc on pourra encore au fur et à mesure apporter d'autres éléments. En tout cas, ce qui est tout à fait intéressant, hein, mais c'est toujours comme ça, c'est que la population avec l'archéologie, il n'y a pas de problème. Au contraire, voilà, ils sont toujours heureux d'en savoir plus, ils sont toujours effarés. Vous imaginez pas, tu imagines pas le site de Gordolon là que j'ai montré. Aujourd'hui, on est confronté maintenant à un nouveau problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des vestiges. Enfin, c'est vieux comme le monde, mais j'ai la population qui ne veut pas voir les vestiges disparaître. Pour autant, on est sur un terrain privé. Archéologiquement, ça a été purgé. Il n'y a plus de frein à la destruction de ces vestiges, en tout cas d'un point de vue légal. Donc voilà, il y a autre chose qui se passe. La mairie qui dit bah, tiens, c'est super, on va racheter, c'est très pédagogique, on va faire venir nos élèves pour faire de la prévention, etc. Sauf que derrière, il y a pas il y a l'engouement, et puis après, il y a toute la réflexion de dire ok, racheter le terrain, c'est super. Vous êtes en zone de montagne, donc les vestiges sont confrontés au gel des gels, déjà. Donc il y a de l'entretien à prévoir de ce point de vue-là, la végétation, etc. Donc au niveau la surveillance, donc comment vous allez gérer ça sur le long terme en matière de fonctionnement. Et là, effectivement, il y a tout le monde qui se dit « Ouh là là !» Alors si, on appelle les associations pour le faire, mais les associations, elles sont pas éternelles. Il y en a qui arrivent, qui vivent, qui meurent. On sait que les associations, au niveau archéologique, elles ont plutôt tendance à mourir qu'à se revitaliser. Donc voilà, mais c'est un débat qui est intéressant. C'est la phase d'engouement au moment de la communication des résultats, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, qu'est-ce que la population en fait? Donc, Anthony Lefebvre du service Archéo de l'Aisne. Moi, j'ai deux questions parce que au sujet donc de l'intervention globale, on voit qu'il y a eu du coup plusieurs interventions hein, tout au long de l'épisode. Mais est-ce qu'à un moment donné, en fait, il n'y avait pas moyen de voir avec les autorités pour systématiquement pouvoir intervenir, enfin qu'il y ait un référent, puisque si le SRA n'a pas forcément été mis dans la boucle à chaque fois, c'est à partir du moment où il y a plusieurs épisodes comme ça, est-ce qu'à chaque fois on ne peut pas appeler tout de suite le service archéo, puis comme ça, hop, venez voir, et puis on voit tout de suite ce qu'on peut faire. Et puis, deuxième petite chose, c'était je voyais sur ta fouille que tu avais, où tu parlais d'une intervention préventive. C'est du coup un cadre un peu particulier. Du coup, là, comment on finance ça comment... Bon. Alors, techniquement, pour être clair, on avait plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'on avait un aménageur qui avait commencé à détruire un site. Donc, est-ce qu'on mettait un PV de destruction de site archéologique, qu'on gèle le terrain, etc., et qu'on voit ce qu'on fait ensuite? D'un autre côté, cet entrepreneur, il s'inscrivait dans le cadre de la reconstruction et donc du bien-être de la population. Donc, c'était pas très opportun. Et accessoirement, comme je l'ai dit, les gendarmes avaient contribué à autoriser l'entrepreneur à détruire les vestiges. Voilà, donc on était dans cette problématique-là. Donc, deuxième problématique, c'est que du coup, le SRA n'allant pas vers cette solution-là, il s'agit d'une découverte fortuite. Donc la fouille incombe entièrement à l'État. Mais évidemment, l'État n'a pas les sous pour faire la fouille. Donc, pour faire simple, on a monté une fouille programmée. Le service a monté une fouille programmée, largement subventionnée par le service régional de l'archéologie. Voilà. Donc on a été financé à hauteur de 300 000 € pour faire la fouille. Et pour la petite histoire, les moyens mécaniques ont en partie été pris en charge par l'entrepreneur lui-même. Donc c'était une façon de s'en sortir, et surtout assez rapidement, puisque le site a été sorti le 11 novembre. On a fait tout de suite une évaluation 10 jours après, et dès le mois de janvier, on était sur place, et le terrain a été terminé d'être fouillé au mois de mai de l'année qui suivait. Donc ça a été très très rapide.
Donc ça, c'était plus mal. J'ai pas retenu la première question, pardon. Oui, ah oui, pardon. Alors, bon, encore une fois, c'était la première fois qu'un truc comme ça arrivait. Donc, faut aussi relativiser. Effectivement, chacun est dans son rôle. Tout le monde est paniqué. On commence par quoi, etc. Donc, rien que la coordination d'un truc comme ça, c'est énorme. Donc, on a eu un préfet tempête, on l'appelait comme ça. Il y a un préfet spécifique qui a été mis en place par l'État et qui coordonnait tout ça. On imagine bien que ses préoccupations premières, c'était effectivement pas l'archéo. Même si dès le départ, le service régional a alerté, on a eu énormément de mal en fait, à obtenir les informations qui changeaient un peu tous les jours. Hein. Les ingénieurs disaient « il faut faire ça », non, il faut faire ça. Le service des routes disait « il faut faire ça », puis non, ils se rendraient compte que non, c'était pas le bon truc. Il y avait une forme aussi de tâtonnement dans ce type de catastrophe qu'on n'avait pas connu. Donc on avait beaucoup de mal à avoir l'information et surtout sur la multiplicité des sites. On ne pouvait pas de toute façon intervenir partout. Il y avait des travaux dans tous les sens, essentiellement dans la Vésubie et dans la Roya, un peu moins dans la vallée de la Tinée. On a mis tout de suite en place, ce que je n'ai pas dit, une prospection archéo avec le service où on a des collègues qui vivent dans les vallées, donc on a embauché du monde pour aller avec eux et faire les recensements, etc. Et en même temps, voir les points où il y avait les travaux pour éventuellement choper de l'information ou alerter les collègues. Puis c'est pas simple, hein. Souvent c'était mes propres collègues qui étaient avec les pelles mécaniques en train de détruire les trucs, quoi. Donc est-ce qu'à l'avenir il faudrait mettre quelqu'un non, je pense pas, parce que c'est le rôle du SRA d'être là, et en général le SRA dans ces situations-là renvoie sur nous. Ils disent, pareil, ils sont loin, hein, pour venir attendre, c'est 4 heures de route, hein, pour le service régional de l'archéologie, 4 à 5 heures de route. Donc effectivement, ils nous appellent en disant, tiens, est-ce que tu peux aller jeter un œil, là, il se passe ça, etc. Et les aménageurs sont prévenus que c'est nous qui allons passer. Donc ça fonctionne très très bien. C'est vraiment plus la partie entre les services de l'État aménageurs, enfin reconstructeurs, et la DRAC, tout simplement. Et ça, ma foi, c'est entre préfets que ça se passe. Oui, Olivier Brun, dans quelle mesure les services de l'État ont pu mobiliser à vos côtés nos collègues de l'établissement public qui est financé, et qui aime à rappeler qu'il est financé, comme le disait en son temps le slogan pour Viandox, en tout lieu, en toute heure? Bon, encore une fois, c'était situation exceptionnelle. Donc, il y a une partie des opérations qui a été prise en charge directement financièrement par le SRA. Il y a une autre partie qui a été prise en charge par les communautés de communes. Je pense à la Roya, par exemple, où le coût a été répercuté sur les communautés d'agglo, hein, tout simplement, les communes n'ayant pas les moyens. Et je pense, alors ça, je n'ai pas les détails, mais je pense que mes collègues de l'établissement public ont dû travailler avec une fourchette basse, j'imagine, en termes de jour homme, etc., pour que ce soit le moins douloureux possible. C'est toujours compliqué quand même dans une situation comme ça, d'arriver avec des gens qui ont plus de toit, d'autres qui sont morts, d'autres qui sont disparus, de dire attendez, il faut faire de l'archéologie, en plus de ça, ça va vous coûter cher, quoi. C'est pas... Voilà. Donc je pense que tout le monde a participé dans ce sens-là pour que ça se passe bien et que ce soit le moins douloureux possible financièrement parlant.